Alors, je recommence quand même un peu en arrière avec la séance dernière, qui était donc la deuxième. C'est pour dire que nous avions vu le passage de Marx d'une critique, le passage plutôt par une critique de la philosophie et la définition de ce qu'il a appelé, de ce qu'ils ont appelé avec Engels, le matérialisme historique, c'est-à-dire l'étude des formations sociales à partir d'éléments essentiellement économiques, devenant de l'économique allant vers l'historique, et qui permet une étude de ce que Marx appelait les faits réels, beaucoup plus précise que la philosophie, d'où Marx vient. Nous avions vu dans cette partie aussi que, outre la critique de la philosophie et le matérialisme historique, Marx avait construit avec Engels, mais sous l'impulsion de d'autres et avec la rencontre de d'autres, un parti communiste. Ça a été l'écriture du manifeste du Parti communiste qui paraît début 1848, manifeste sur lequel je ne reviens pas, Marx y disant que l'existence d'un parti permettra de donner à la classe ouvrière une lucidité plus grande, une intelligence des faits réels beaucoup plus précise. Pour autant, Marx ne s'attachera pas au parti. Quelques années plus tard, dans une lettre assez célèbre dans le marxisme, assez peu souvent, il dira que, j'évoque ce trait parce que bien souvent on a fait, et on l'a réellement fait, du Parti communiste une sorte de lieu radical possédant la vérité. Marx écrit, après avoir été un des fondateurs de ce parti, et en tout cas un des auteurs du manifeste, il écrit en 1860, pardonnez-moi. Depuis 1852, je n'ai plus jamais appartenu et n'appartiens toujours pas à une quelconque association secrète ou publique. J'ajoute qu'il est convaincu que ces travaux théoriques, c'est ce que Marx dit, seraient plus utiles à la classe ouvrière que l'adhésion à des associations dont le temps sur le continent était révolu. Donc, à cette époque, Marx quitte le parti très vite. Il n'y revient pas, et je résume donc sa lettre d'un trait. Il dit « Mes travaux théoriques m'ont paru plus importants pour la classe ouvrière et la cause que l'appartenance à ce parti qui finalement n'a plus tellement, dans la période que j'évoque, de fondement. » Juste sur le manifeste, y revenir avec une phrase problématique, parce qu'elle sera problématique après, c'est-à-dire qu'on ne peut plus lire tout à fait Marx sans qu'il y ait eu le marxisme et son histoire. Il dira dans une phrase que la chute de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également inévitables. Le mot allemand est inévitable, mais la phrase a été souvent lue, maintes fois lue, comme une forme de théologie, c'est-à-dire comme si Marx prophétisait l'histoire et la victoire absolument inévitable, comme il est écrit ici, du prolétariat. Il y aura quelques formulations comme celle-là dans Marx qui porteront danger. Lui n'en avait aucune idée. Il ne pensait pas que ça pouvait porter danger. J'ajoute, mais c'est célèbre, que la dernière phrase du manifeste du Parti communiste est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Mais ça, c'est bien connu. Alors, c'était pour reprendre par rapport à la fois dernière, donc, mais pour aller maintenant vers la nouvelle partie, c'est-à-dire celle qui doit porter vers la critique de l'économie politique, que nous allons donc essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, je vais rassembler, ça pourrait nous tenir du temps, des années, je vais rassembler d'un trait, au fond, toutes les publications de critique d'économie politique de Marx, les rassemblant en une forme d'unité que j'aurais fait plus ou moins moi-même, mais que Marx a fait, bien sûr, bien plus que moi, car ses écrits se tiennent. Dire que je vais rassembler, alors, énormément de choses, parce que je vais rassembler, allant de l'un à l'autre, ou plutôt les tenant ensemble, Misère de la philosophie contre Proudhon, qui paraît en 1847, Travail, salarié et capital, résumé par Marx de sa propre doctrine, et dont j'avais conseillé la lecture, ce que je me permets de refaire, mais au-delà de ces deux écrits, également tous les brouillons du Capital.
Alors, les brouillons du Capital, ça représente un certain nombre de tomes, de cahiers, hein. En France, aux éditions sociales, il y a comme ça 6 volumes de cahiers de Marx traduits, hein, mais qui sont des brouillons. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que Marx va publier, c'est ce qu'on va retrouver dans ses écrits, qu'on publiera après, et cahiers à partir desquels, mais c'était notre discussion avant-scène, qui ont permis à Engels de publier les livres 2 et 3 du Capital en fonction, bien sûr, des projets de Marx. Mais ce qu'on appelle les brouillons, en allemand, Grundrisse, hein, Grundrisse, ce qui signifie en allemand abrégé. Hein, abrégé, un commentateur avisé d'ailleurs a fait remarquer que Marx avait donné lui-même à ses cahiers le titre Grundrisse, qu'il empruntait en fait à son maître Hegel, parce que c'est le sous-titre de l'encyclopédie de Hegel, abrégé de l'encyclopédie. Et ces Grundrisse sont des textes remarquables où le Marx n'est pas toujours celui de la publication propre, faite par lui-même, du livre 1 du Capital. Alors, je vais rassembler tout ça, hein, ce qui nous fait donc 6 volumes dans la tradition française des éditions sociales, et également y rajouter, mais ça sera mon écrit de base, celui dont je partirai, parce que c'est le grand texte de Marx, le livre 1 du Capital. Le livre 1 du Capital, il y en a une bonne traduction française aux éditions Gallimard, PUF, la petite collection rouge, c'est la traduction de Jean-Pierre Lefebvre, qui est de loin la meilleure. Mais il faut ajouter que Marx a lui-même participé, puisqu'il parlait et écrivait le français, à la traduction du Capital de l'allemand vers le français, traduction du Capital qui paraîtra en France, traduite par quelqu'un qui s'appelait Jules Roy, en 1875. Marx a refait certains passages, et quand on regarde les deux textes, on s'aperçoit qu'il le dit lui-même d'ailleurs à certains endroits, Marx, qu'il a rajouté des choses qui rendent parfois plus explicite le texte. Je vous ferai une citation tout à l'heure qui ne se trouve que dans l'édition française et pas dans l'édition allemande. Mais c'est le livre 1 du Capital qui me retiendra essentiellement, hein, pour bien faire voir ce qu'entend ou veut entendre Marx par critique de l'économie politique. Alors, il faut bien insister que Marx n'a pas fait, assez dire d'ailleurs, hein, d'économie politique. Il a fait une critique de l'économie politique, et critique de l'économie politique est le sous-titre du Capital, du livre 1 du Capital. Donc je ferai ce rassemblement un peu risqué, mais qui permet non pas de dire la doctrine, ça serait beaucoup trop prétentieux, mais de la faire toucher et de donner peut-être une certaine possibilité d'aller plus loin, hein. Il faut ajouter que, mais j'y reviendrai tout à l'heure, le livre 1 du Capital peut être lisible, simplement il faut sauter le début. Voilà. Mais je dirais les indications par Marx tout à l'heure de la lecture qu'il pensait pouvoir exister par chacun. Et c'était un livre qu'il voulait rendre sensible aux ouvriers, c'est-à-dire qu'ils puissent comprendre au moins grande partie du texte. Avant d'y venir et d'aller à l'économie politique, je vais faire un petit détour vers l'économie politique. Un détour par deux textes. Je le ferai assez rapidement, hein, pour venir à ce qui est le cœur quand même. Mais il faut en parler parce que c'est quand même tout à fait indispensable. J'ai évoqué les deux textes écrits vers 1848 et 50 de Marx, l'un s'appelant « Les luttes de classe en France » et l'autre « Le 18 Brumaire » de Louis-Napoléon Bonaparte. Texte éminemment remarquable, hein, j'avais indiqué, bon je le refais, que Foucault trouvait c'était pratiquement ce qu'il y avait de mieux écrit ou d'écrit le mieux sur la France, et on ne saurait trop conseiller la lecture de ces deux livres incontestablement éblouissants, que l'on soit marxiste ou non. Alors pourquoi parler de ces luttes de classe en France? Pour une raison bien particulière, mais je vais le faire assez vite parce que c'est compréhensible. Bon, que racontent les luttes de classe en France? La Révolution 48. La Révolution 48, qu'est-ce que c'est? Allons vite, hein. Un premier mouvement qui fait que le roi Louis-Philippe
s'enfuit. Terminée la monarchie, apparition de la République, la première République. Et élection au suffrage universel. Alors, suffrage universel, pas si universel que ça, puisqu'on n'y met pas, bien sûr, on n'y compte pas le genre féminin. Bon, mais à ces élections, d'ailleurs, une assemblée de droite apparaît, gagne les élections, domine l'assemblée. Seulement, la révolution de février 1948 a entraîné des émeutes. À certains moments, le peuple a pris, je ne vais pas dire le goût de se révolter ou l'habitude de se révolter, mais a pris le sens de ne pas se laisser faire. Or, la Chambre de droite va vouloir revenir, je vais vite, sur certains acquis obtenus par cette première République, notamment les formes du suffrage que j'ai dit rapidement, trop rapidement, universel. Et pour diminuer l'expansion populaire, les formes de lutte populaire, le gouvernement qui avait créé des ateliers nationaux qui employaient tous les ouvriers parisiens qui n'avaient plus de travail à la suite d'une crise que Marx désigne dans le texte, mais vous lirez, comme économique. Il en fait une analyse d'ailleurs très précise, venue de l'échec du capitalisme anglais à se développer suffisamment commercialement à un moment donné. Crise qui s'est répercutée sur la France. Bon. Mais la suppression de ces ateliers nationaux, je vais le dire comme surgissant d'un coup par le gouvernement, met les ouvriers parisiens dans une situation extrêmement difficile, c'est-à-dire tout simplement ça ou mourir de faim. Et il y a de très violentes émeutes dans Paris. Alors, très violentes émeutes, il faut prendre ça au sérieux parce que, pour tout vous dire, à Paris, d'après les recherches modernes, dans notre coin, ça se passe ici, hein, rue Faubourg-Poissonnière, le Sentier, voilà, et jusqu'ici, hein, il y a, d'après les recherches modernes, 5600 morts. Vous imaginez aujourd'hui dans Paris un truc comme ça, 4000 morts du côté des insurgés, 1600 dans la police et gendarmerie. Bon. Et alors, Marx en tire quelque chose, c'est-à-dire de dire, regardez, la classe dominante, quand on met le doigt ou le pied sur la propriété, elle réagit extrêmement brutalement. Et c'est de là que Marx va tirer une notion, de là, et pas seulement de là. Je ne vais pas détailler tout 1848 et 1849, mais la reprise en main par la classe dominante, j'emploie là le langage marxiste, va continuer en 1849, à tel point que la classe moyenne qui avait obtenu certains droits, notamment celui de voter, se voit retirer ce droit de voter parce qu'à la place, on place un suffrage censitaire extrêmement cher. Et que fait cette classe moyenne, que Marx désigne comme telle? Marx dit une manifestation. Et Marx de souligner le peu de poids de manifestation devant les fusils de la bourgeoisie. Alors sur les fusils de la bourgeoisie, il faudra y revenir aussi, mais plus tard. Hein. Devant les fusils de la bourgeoisie, ça ne va pas loin. Et Marx est marqué par les hésitations de la classe moyenne. Et ces hésitations, il les verra comme structurelles de la classe moyenne. La classe moyenne, dans les luttes, a quelque chose à perdre. Qu'en dernière instance, elle ne voudra le plus souvent pas perdre, sans compter, Marx souligne ça très vite dans les luttes de classe, mais ce sera important, qu'elle ne saisit pas bien l'antagonisme fondamental du capital et du travail. Ne pas le saisir bien, pourquoi? Parce que la classe moyenne, elle pense qu'on peut aménager le capitalisme. Or, dès cette époque, Marx pense que c'est peut-être quelque peu possible à certaines périodes bien précises de l'économie et de son histoire, mais que globalement, ça ne durera pas. L'antagonisme est radical. Alors, c'est là où il sort la notion, il dit, appelons prolétariat, on y reviendra, n'a qu'une solution, la dictature du prolétariat. Et c'est devant les hésitations de la classe moyenne que Marx détache la notion. Et il va dire, la dictature du prolétariat, là je le cite, est nécessaire.
Et plus tard, dans une lettre célèbre chez les marxistes, dans tous les partis marxistes, la lettre à Weidemeyer, où il dira « La lutte des classes conduit nécessairement, c'est le mot allemand, unbedingt, à la dictature du prolétariat ». Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il n'y a pas le choix. Lénine, la révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, texte de 1919. Trotsky, terrorisme et communisme, reprendront exactement cette problématique-là. Ils diront à ceux qui diront « mais vous exagérez », en l'occurrence Kautsky. Kautsky était un des dirigeants de l'Internationale, c'est quelqu'un qui a qui a écrit des lettres à Engels, Engels a répondu, et Kautsky dit « la dictature du prolétariat », je schématise énormément, mais c'est l'idée. Il ne faut pas exagérer. S'il vous plaît. Vous voulez fermer? Parce que la voiture... Oui. Et Kautsky dit il ne faudrait pas exagérer les rudesses de la dictature du prolétariat. Et Lénine comme Trotsky répondent mais on n'a pas le choix. C'est ça ou rien. Bon, alors il y aurait beaucoup à discuter sur le point. Mais en tout cas, la notion est venue chez Marx de cette lutte réelle avec énormément de morts. Il ne faut pas oublier que Napoléon III, quand il viendra après, prendra tous les pouvoirs. Vous voyez, la bourgeoisie ne se gêne pas, dira Marx. C'est le 18 Brumaire, et fera souvent tirer sur les émeutes populaires. Le nombre de morts dans Paris sous Napoléon III fut important. Bon, alors voilà, je voulais souligner l'arrivée de cette notion. Vous voyez, à la même époque, à peine plus tard, Bakounine, l'anarchiste, écrira dans un livre qui s'appelle, un livre de Bakounine, L'État et l'anarchie. Ils ne s'aiment pas, Marx et Bakounine, ils se connaissent, mais ils ne s'aiment pas. Mais Bakounine écrira la dictature du prolétariat deviendra, c'est exactement ces termes, la dictature sur le prolétariat. Or, évidemment, les problèmes qui sont venus après ont leur source ici, avec une forme d'antinomie radicale, de contradiction pas si facile à dépasser. La preuve, personne ne l'a dépassée. Ou la social-démocratie, avec son risque d'être trop molle et de ne pas voir l'antagonisme capital-travail, ou bien quoi? Là, est-ce qu'il faut lire aussi l'archipel du goulag de Solienitsyne? C'est un moment, en quelque sorte, nécessaire. Bon, enfin, voilà le point pourquoi je voulais faire ce passage en allant vers l'économie politique. Un autre passage est à faire, c'est un texte qui est un texte méthodologique de Marx, mais qui nous fait rentrer dans l'économie politique. C'est ce qu'on appelle l'introduction de 1857. Alors l'introduction de 1857 date de 1857. Les luttes de classe en France, vous voyez, je suis allé vite, 1850, 1857. Et cette introduction s'interroge sur la méthode de l'économie politique. Alors pourquoi je veux faire un détour? C'est pareil, c'est à cause de la postérité du marxisme et de l'importance qu'a pu prendre la chose évoquée dans ce passage par après. Marx va dire, voilà ma méthode. Texte remarquable, jamais publié, qui a été pris plus tard par les éditeurs pour qu'ils viennent à la publication. Alors, ce texte, Marx veut y définir toute sa méthodologie. Et cette méthodologie, elle est complexe, mais elle mérite quand même qu'on s'y arrête. Alors, allons dans cette complexité sans peur, en essayant de ne pas être trop complexe quand même. Marx va dire que voilà, sa question est « Comment étudier une société ?» Alors, il commence immédiatement par dire « Méfions-nous de la notion de société. Elle est trop large, mais elle peut être utilisée. » Et il va dire que pour étudier une société, il ne faut jamais partir du concret. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le concret? Ce qu'on voit. Ce qu'on voit ou ce qu'on croit voir. Et il donne comme exemple
la population. Bon, on voit la population, je vois des gens dans la rue, voilà, je vois des bistrots, des magasins, etc. Et Marx de dire, ça ne vous donnera pas grand-chose. Pour mieux faire comprendre ce qu'il me semble vouloir dire, on pourrait prendre un exemple qui aiderait à la compréhension. Quelqu'un qui voyage. Imaginez quelqu'un qui aujourd'hui voyage en Chine, puis qui voit une ville chinoise. Bon, ben, il va voir des bâtiments, il va voir des Chinois, il va voir des gens, il va voir des éléments économiques, mais Marx veut dire, il va simplement pouvoir classer. Il n'aura pas de concept pour comprendre. Et les concepts pour comprendre, ils font voir. Vous voyez, la question « qu'est-ce qu'on voit ?» avec Marx n'est pas une question simple. On croit voir des choses. Ben oui, on voit, je vous vois. Mais voir, c'est autre chose. C'est être capable de conceptualiser ce qui est vécu dans la vision. Et Marx de dire qu'on ne peut le faire qu'à partir de l'étude de relations, ce qu'il a appelé précédemment, séance d'avant, les rapports de production. C'est-à-dire, comment se fait-il que cette ville est située là? Comment est-elle ravitaillée? Quelles sont les professions des gens? Quel est le salaire moyen? Quel est le régime des transports? Quelle est la relation avec des villes plus éloignées, si on continue l'exemple de la Chine, Pékin ou Shanghai? Quelles sont les composantes géographiques qui correspondent au milieu dans lequel a été implantée la ville? Et du concret lui-même, on ne sortira pas grand-chose, mais tout, presque tout, de la conceptualité. Alors, vous voyez, l'idée de Marx, c'est de dire il faut toujours partir de l'abstrait, et partir de l'abstrait le plus large. On pourrait dire qu'il y a dessous, hein, si je me fais mal comprendre, toute une pédagogie. C'est-à-dire l'idée que la pédagogie concrète ne mène qu'à des classifications. Par contre, partir de concepts très généraux, en les affinant, permet de faire comprendre. Et il va dire tout est là. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, allons vite, on n'explique rien. Alors, ça va le faire ajouter une chose, et c'est pourquoi je voulais passer par toute cette méthodologie. C'est qu'il va dire, pour étudier une société, il ne faut jamais partir de la distribution. Il faut toujours partir de la production. Mais il remarque une chose, logique. Il va dire, le terme production est beaucoup trop général. Comment produisent les Chinois? Ça n'a peut-être rien à voir avec la manière dont produisent les Américains ou les Français. Mais le terme de production est quand même indicatif de quelque chose. Il donne un repère aux gens. Je prendrai un autre exemple tout à l'heure. Par contre, partir de la distribution, ça rate toujours. Alors, pourquoi dit-il ça? Il est assez évasif là-dessus, mais le point est important. Parce qu'avant lui, tous les philosophes de la politique sont partis de la distribution. Je traduis, ou j'essaye de traduire. Comment répartir les richesses? Qu'est-ce que l'égalité? Dites-moi les inégalités, je vous dirai l'égalité. Et Marx de dire, ça ne dit pas grand-chose. Voilà, ça peut entraîner d'éternelles discussions philosophiques. C'est-à-dire, c'est pas juste, il est plus savant, il est moins savant, il a travaillé plus, il a travaillé moins. Alors, Marx ne prétend pas dire que ces questions sont sans importance, mais que la question de l'inégalité des richesses et la question de la justice n'ont de sens qu'en regard de ce qui est produit. Alors, pourquoi je dis que c'est si important? Eh bien, parce que ça mène Marx tout droit à une idée. On l'a déjà rencontré sous la dictature du prolétariat, mais sous une autre forme. C'est que il faut partir, vous voyez, de l'idée que changer le monde, changer la société, c'est changer la production, pas la distribution. C'est-à-dire, si vous changez la distribution dans le capitalisme, bon, c'est bien, pourquoi pas, ça ne durera pas. Le système est tel que ça fera sauter tout ça. On y viendra. Hein.
Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pas totalement, hein, pas totalement. Il serait faux de dire qu'il va jusque-là. Mais vous voyez pourquoi Marx est révolutionnaire. C'est-à-dire, le capitalisme, on n'y trouvera pas d'ajustement. La distribution ne conduira à rien. Alors, vous voyez où ça mène, c'est-à-dire à toutes les questions qui s'opposeront avec la planification, l'économie planifiée par rapport à l'économie concurrentielle. Vous voyez, Proudhon dira il faut la concurrence, Marx de dire bon, vous ne changerez rien. Hein. En réalité, il faut aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire décider à l'avance ce qu'on devra produire sans que la production entre dans la concurrence de la production. Mais vous voyez bien que ça l'amènera à dire, dans un texte terminal, hein, un de ses derniers textes, la critique du programme de Gotha, qu'il faut résolument mettre fin aux échanges. Or, c'est un vaste problème de philosophie politique. Peut-on facilement mettre fin aux échanges? Vous voyez, question qui devrait se poser de façon moderne à une gauche d'aujourd'hui, en la posant peut-être dans toute sa force et son acception. Alors, voilà les deux premiers points. Troisième point de cette introduction de 57, il faut s'intéresser à la consommation. Mais Marx de remarquer que la consommation dépend de la production. Vous ne pouvez pas consommer ce que vous ne produisez pas. Mais l'idée intéressante, c'est celle qui va dire que la consommation en regard, il faudrait dire d'ailleurs plus exactement en interaction réciproque, fait que la production peut changer. Notamment, il va dire la faim avec la fourchette, faim F-A-I-M, avec la fourchette n'est pas la même que la faim avec les mains. Ce qu'il veut dire par là, point important du marxisme, hein, c'est l'occasion de le souligner, c'est que il y a une historicisation des besoins. Alors, Marx ne nie pas que les besoins ne fussent naturels. Hein. On dit besoins naturels, manger, dormir, bon. Mais il y a des besoins qui prennent une forme historique. Alors, ça peut être, par exemple, vous voyez, quelqu'un me disait un jour, c'est pas si vieux, il me disait, je n'ai pas de téléphone portable. Mais j'ai été obligé d'en avoir un, parce que la banque m'oblige à en avoir un. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des besoins qui sont sociaux et qui deviennent quasi naturels. Alors mon exemple là n'est pas tout à fait bon, hein, mais la fourchette est devenue un besoin naturel historique naturel. Et cette historisation des besoins est un fait extrêmement important. Et elle fait qu'on ne peut pas considérer facilement une société à l'aune de l'autre. Il avait dit ailleurs, hein, dans Travail, salarié et capital, si vous le lisez, vous le trouverez, que la notion de misère a une certaine relativité historique. On peut se sentir misérable dans une société où on pourrait dire, vous voyez, en jouant sur les choses, jouant sans que ce soit un jeu malsain forcément, hein, mais en jouant sur les choses, c'est-à-dire de dire qu'il y a une certaine misère, peut-être par exemple à notre époque, dans certains endroits, de ne pas avoir de voiture, en l'occurrence d'automobile. La misère est autant historique que le besoin, puisque le besoin est historique. Et que par conséquent, comparer les sociétés est assez difficile. Alors, il y a un dernier point, quatrième, dans cette introduction de 57, pour lequel aussi je voulais, pour ces points, faire le détour, hein, c'est que Marx y parle à la fin du texte de la notion de travail. Alors, nous y reviendrons, hein, mais j'indique, puisque c'est dans ce texte-là, le point qui me paraît important. C'est que Marx va dire, c'est vrai qu'on peut parler du travail dans toutes les sociétés. Il entend par là les sociétés allant de ce qu'on classe comme préhistoire à l'histoire. Il va dire, c'est un certain rapport, plus ou moins outillé, à la nature. Mais il se pose une question. Est-ce la même chose de dire, pour le grec ancien, qui vivait dans l'Antiquité grecque, est-ce la même chose que pour le serf du Moyen-Âge, qui disait « je vais aller faucher le champ de monsieur le baron ». Allez, faisons des barons à l'époque, c'est un peu vite, mais c'est pas grave. Et de dire maintenant
je vais au travail. Et Marx de dire que, bien sûr, le concept général vaut. Il indique, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de repère, mais qu'il y a une modification de la notion qui est extrêmement importante. Alors, j'explique en gros ici, et j'y reviendrai plus nettement, hein, c'est qu'on pourrait dire que pour Marx, malgré la remarque qu'il a faite sur la généralité du travail depuis la préhistoire, on pourrait dire qu'il n'y a travail pour Marx réellement que sous la période capitaliste. Alors, il y a une remarque là qui est assez saisissante parce que, par exemple, le mot français « travail » n'a été formé effectivement qu'au début du capitalisme. Ça vient du terme latin « tripalium », torture. Bon, et instrument de torture. Mais que veut dire Marx par là? Il veut dire que aller au travail, c'est fixer des éléments extrêmement divers sous un même mot. Donner, je change en philosophie, une unité d'essence à quelque chose qui semble porter des propriétés très différentes. Bon, je traduis si c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est de dire qu'un menuisier n'est pas un mécanicien, qui n'est pas un boulanger, qui n'est pas un ingénieur en informatique, qui n'est pas un professeur, etc. Et les métiers sont extrêmement différents les uns des autres, ce sont des activités totalement diverses. Bon. Ces activités totalement diverses, nous les rassemblons dans un seul terme, le travail. Et Marx de dire, pour le rassembler dans un seul terme, le travail, il faut avoir réussi à ramener les différents travaux, écrits entre guillemets, à une unité, le travail. Alors, je dis tout de suite la solution de Marx, elle nous aidera, mais on la précisera. Cette unité, ça sera une certaine quantité. Voilà, une quantité de travail qui formera l'unité qui fait que la quantité de travail peut être la mesure du travail du menuisier, du mécanicien, du professeur, du banquier, etc., etc. Une unité quantitative. Marx remarque que cette quantité n'est possible qu'à la condition, là l'idée est extrêmement difficile, je me permets de la souligner parce qu'elle est extrêmement abstraite, mais elle est importante à comprendre pour comprendre Marx. Cette quantité applicable, quantité de travail applicable à tous les travaux, pourtant extrêmement différents, nécessite à un moment donné qu'il y ait quand même dans ces travaux une qualité commune. Alors, cette qualité commune, elle est pour Marx double. C'est le fait que ces travaux se situent tout de suite dans l'échange. Si vous ne me comprenez pas, je précise. Le prof va dire, je travaille à former des travailleurs. Hein, et, vous voyez, il a tout de suite l'idée que dans les travaux, il y a échange de travaux. Mais ce n'est pas la seule qualité qui fait la qualité qui va pouvoir rassembler la quantité et subsumer la qualité sous la quantité comme la quantité comme l'inverse. Voilà. Il va dire, il y a une autre qualité. C'est le fait que le travail, je me rends compte qu'il est quantifié. Voilà la qualité commune du travail. Bon, soyons plus simples. Au travail, par exemple, vous allez dire « j'aime beaucoup mon travail ». Ça peut arriver. Bon. Je ne compte pas les heures. Ça peut arriver. Mais dans la notion de travail, surtout de manière moderne, il y a toujours un moment où la qualification d'heure abstraite va survenir. Je me suis mal exprimé, soyons plus précis. Dire, vous allez regarder votre montre, vous allez dire, oh, il est 4 heures, c'est jusqu'à 6 heures. Vous voyez, c'est le moment, quand vous regardez votre montre, qu'il y a quantification de la qualité. C'est pour ça que Marx va dire, le travail est travail abstrait. Et la notion de travail devrait se dire pour lui travail abstrait, c'est-à-dire un travail dont la qualité, dont une des qualités, pas la seule, est de se quantifier en heures quasi immédiatement.
Et là, Marx va dire, le travail abstrait, c'est bien sûr un travail qui, en dernière instance, serait ramenable à la qualité quantitative, à la quantité qualitative. C'est-à-dire un travail qui est fait pour le travail. Je vais au boulot. Pourquoi tu vas au boulot? Pour gagner ma vie. Et voilà le travail. C'est-à-dire le travail, c'est déréalisé et devenu tout abstrait en devenant seulement la qualité abstraite du temps et le moment où quantité et qualité se rencontrent dans le temps. C'est-à-dire que, alors on va le dire plus simplement, hein, c'est la fin du texte. Il y a des gens dans le monde moderne qui travaillent aujourd'hui là, demain là, après-demain là, voilà. Ils changent de travail et ils disent « je vais au travail ». Boulanger le lundi, mécanicien le mardi, professeur le mercredi. Vous voyez, quand un jour des inspecteurs du primaire me disaient pour recruter des institutrices, ah, je suis obligé de démarcher les caissières de supermarché. Bon, ben, caissière le lundi, le mardi institutrice, voilà. C'est-à-dire que le travail perd sa qualité de travail. Il est tendu vers l'unité quantitative. Et c'est le moment où je dis « je travaille pour je travaille ». Mais Marx dit « attention, énormément du travail moderne dans la forme capitaliste de la société va devenir ce type de travail. » Avec le risque énorme, et ça il reprend l'idée à Hegel, mais peu importe, c'est que le travail c'est le lieu de la reconnaissance. Et là quand vous changez comme ça, où le changement devient la vérité du travail, votre reconnaissance disparaît. Et par là même, c'est votre identité qui disparaît avec. Le travail étant le lieu, comme dit Hegel, où on n'est pas aimé, on n'est jamais aimé parce qu'on n'a que des rivaux, mais où on peut être reconnu. Bon, eh bien là, ce que Marx admettra d'ailleurs, il en reprend tout à fait l'idée, et là, bien sûr, eh bien, on voit la chose totalement disparaître. Alors, juste, voilà les points que je voulais dire. C'est le moment où Marx va dire une de ses phrases fameuses, hein, donc je la cite parce qu'elle est fameuse, il va dire « L'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe ». Phrase bizarre, mais il va dire que c'est plus la société est complexe, plus une chose a tendance à arriver à son essence. Certains, je n'ai pas le temps de m'appesantir là-dessus, ils reconnaîtront peut-être Hegel. Vous voyez, plus la société se complexifie, plus l'essence des choses apparaît. Et l'essence des choses, vous voyez, prenez comme exemple le travail. Le travail des Grecs, le travail du serf, ne fait pas bien voir l'essence du travail. Le travail moderne du journalier que j'ai décrit tout à l'heure le fait bien voir. Et vous voyez, le travail moderne, quand on voit son essence, eh ben, elle n'est pas belle. Mais c'est la société moderne qui fait voir cette essence. C'est-à-dire, le travail asservi à la quantité de travail et où la qualité disparaît dans la quantité. Et là, on le voit, on voit l'essence dans la modernité. Alors, il faut replonger dans le passé pour voir comment ça a évolué. Et on le voit mieux. C'est-à-dire, on voit mieux, ben, on se dit, un Grec, il n'avait pas forcément le sentiment d'aller travailler. Le cordonnier pouvait se prendre pour une forme d'artiste. J'y reviendrai. Aujourd'hui, le gars qui passe du lundi au mardi, comme je l'ai décrit, il n'a rien d'un artiste. L'aspect artiste-artisan a disparu dans le travail moderne. Et on voit bien qu'est-ce qui a amené finalement à cette disparition, mais nous allons en faire, bien sûr, plus avant, le détour. Bon, juste un point que Marx ajoute, extrêmement important, puisqu'il n'en a pas l'air, mais il l'est, c'est de dire, quand on fait ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire lire à partir du complexe ce qui a été plus simple, en rétrogradant, on a tendance à lire l'histoire comme si elle devait conduire à aujourd'hui. Et Marx de dire, bah oui, on ne peut pas faire autrement. Quelqu'un qui fait de l'histoire, il est obligé de faire comment, de voir ou d'étudier comment le monde d'hier est devenu présent, c'est-à-dire comment il est arrivé à aujourd'hui.
Mais Marx de dire, c'est une illusion de penser qu'il devait en arriver là. C'est-à-dire, ce devenir n'est absolument pas nécessaire. Il aurait pu tourner tout à fait autrement. Mais on a tendance à l'oublier. Et ce qui fait que, comme on a tendance à l'oublier, on se pose comme la vérité du monde, vous voyez, le moment historique fort. Or, c'est pour lui quelque chose de tout à fait illusoire. Donc voilà les points pour lesquels je voulais faire ce détour par l'introduction de 57. Avant de venir, je la commencerai aujourd'hui, à l'économie politique et à sa critique, un rapide détour sur un troisième texte dont je n'ai pas indiqué qu'il fallait le lire, mais c'est 4 pages. Et là, j'ai manqué à mon devoir, en ne l'indiquant pas. C'est la préface de 1858 à la contribution à la critique de l'économie politique. Texte très célèbre de Marx. Alors, j'ai manqué à mon devoir, puisque c'est celui qu'on trouve dans les manuels de philosophie, dans tous les manuels de philosophie, avec juste raison. Lisez-le. Je me permets quand même d'en dire quelques mots, parce qu'il a souvent servi à beaucoup de gens de résumé du marxisme. Alors, si vous le lisez, eh bien lisez-le, c'est bien, mais ne pensez pas que tout le marxisme s'y trouve. Avec cette phrase de Marx, c'est que Marx résume d'un trait lui-même en disant « le résultat général auquel je suis arrivé ». Alors la phrase était terrible, parce que on s'est dit bah, « c'est Marx lui-même » quoi. Alors, que dit-il dans ce texte? Il dit simplement qu'il a dégagé l'idée que, si on le récite, dans la production sociale de leur existence, production sociale de l'existence, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Bon, disons-le autrement simplement, les gens trouvent devant eux un monde du travail déjà fait. Et ils doivent s'inscrire résolument, ils n'ont pas le choix, dans ce monde. Bon, ce monde, il est constitué essentiellement, mais Marx a dit le mot dans l'idéologie allemande, séance d'avant, de rapports de production. Ce sont les rapports sociaux que connaissent les hommes dans leur rapport de travail. Et ces rapports de production, Marx va dire qu'ils sont la base économique concrète sur laquelle repose la société. Vous voyez, ça repose sur les rapports de production. Il sera critiqué par ça. Je viendrai sur son grand critique, le grand critique de Marx. Critique pas tant que cela, c'est complexe. C'est le grand sociologue Max Weber. Mais nous y viendrons un peu, pas tout de suite. La base économique concrète, voilà, les rapports de production qui sont la vie économique des gens. Et là-dessus, dit Marx, sur la base, s'élève, métaphore du bas et du haut, s'élève, repose, est assis sur une superstructure idéologique. Là, Marx emploie le mot superstructure, il n'emploie jamais le mot infrastructure. On l'emploie souvent à sa place. Il dit base concrète. Mais la superstructure idéologique, le droit, la politique, la philosophie, la littérature, les rapports humains parlés et vécus. Voilà. Et Marx de dire, les changements dans les rapports de production, on peut les constater de manière scientifique. Dans l'idéologique, on ne peut pas le constater de manière scientifique. Par contre, son idée est de dire que tout ce qui se passe dans le système d'idées, droit, philosophie, je ne reviens pas, dépend de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire des rapports de production. Alors, traduisons de manière, si on veut, plus pédagogique s'il se peut, c'est que l'idéologie des gens, parlons comme ça, des chacun, elle est fondée sur ces pratiques concrètes économiques. Voilà. C'est-à-dire ce que quelqu'un fait dans la vie, comment il gagne sa vie, combien gagne-t-il, où vit-il. Voilà ce qui détermine tout simplement ses manières de penser. Prenez ces manières de penser, vous retrouverez le rapport de production. Et du rapport de production, vous pouvez aller à ces rapports de pensée. Vous voyez, c'est toute une sociologie, si on veut, qui s'embarque là. On a traduit souvent Marx par le terme, ça a une importance historique extrêmement grande, par le terme de reflet. L'idéologique est le reflet de l'économique. Vous voyez ? Pas le contraire. Pas le contraire, surtout pas le contraire. L'économique se reflète dans l'idéologie. Mais Marx n'emploie jamais le terme reflet. Il emploie le terme à chaque fois correspondre.
ça correspond. Terme qui, chez lui, n'a pas la signification du reflet. Je crois que les traducteurs ont fait un contresens. C'est un terme, enfin, juste un petit détour de professeur de philosophie. Marx était un grand admirateur du mathématicien philosophe, grand génie, probablement le plus grand génie de tous les temps, Leibniz. Et Leibniz, c'est toute une philosophie où les choses correspondent entre elles. Elles s'entre-expriment. Vous voyez, moi je m'entre-exprime avec le dernier des Japonais que je ne connais pas. Voilà, je prends les Japonais parce qu'on a parlé des Japonais tout à l'heure. Il y a une entre-expression des gens entre eux. Et c'est cela que Marx, auquel Marx pense dans ce passage. C'est-à-dire que quelqu'un exprime sa base concrète, mais il l'exprime en correspondance avec quelque chose qui n'est pas forcément un reflet direct. Vous voyez, c'est pas comme un miroir où je me vois. Il y a quelque chose qui est une déformation et qui fait que l'expression n'est pas tout à fait la même chose que ce qui est exprimé. Et ce qui fait qu'il fallait sûrement comprendre la notion d'idéologie de manière beaucoup plus large. Bon, vous voyez, c'est des questions qui ont été extrêmement importantes. Tu as une idéologie, encore une fois, dire ça dans un discours sur Marx est problématique, mais nécessaire, si on lit ce Lienitsin. C'est que, vous verrez, quoi, tuer un petit bourgeois, aller au travail toute la journée, vous voyez, pensez à la révolution culturelle chinoise. C'est beaucoup venu, vous voyez, de ces principes marxistes. Marx n'avait aucune idée que ce qu'il développait là pourrait donner des suites de ce genre. Mais il faut faire attention à, je ne sais pas s'il faut appeler ça la vulgarisation, c'est sans doute plus compliqué que cela, mais attention, c'est-à-dire l'entre-expression n'est pas le reflet. Et le reflet, vous voyez, c'était mettre le professeur d'université au champ. Alors je ne dis pas qu'il ne faut peut-être pas le mettre au champ, mais la question du communisme n'était pas forcément radicalement celle-là. Or, c'est venu beaucoup, il faut bien le dire, de ces choses. Alors, dans ce texte de la préface de 58, il faut y ajouter un point, c'est que dans cette préface, Marx va dire une phrase assez célèbre, là encore. Il va dire que, et il faut le commenter quand même, je vais la citer, c'est la fin du passage, je la cite. « Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. » Traduction, le capitalisme ne disparaîtra pas tant qu'ils n'ont pas été les forces productives qui peuvent le développer aillent jusqu'au bout. Il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. Il ajoute une phrase, elle aussi célèbre, « L'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre ». C'est-à-dire qu'il pensait que dans le capitalisme apparaîtraient des formes de socialisme et que c'était sur ces formes de socialisme qu'il fallait s'appuyer pour faire cesser l'ancienne société, c'est-à-dire celle capitaliste. C'est aussi ce texte où il remarque, je ne peux pas trop m'appuyer dessus ou m'attarder dessus, que les révolutions viennent souvent, presque toujours, de la contradiction, déjà évoquée dans l'idéologie allemande, entre les forces productives et les rapports de production. Les rapports de production, ce sont les rapports avec les gens, économiques essentiellement, les forces productives, la population comme force matérielle, et les techniques. Et lorsque il y a contradiction avec entre le développement des techniques et l'évolution de la société, à ce moment-là, des désajustements se font. Il pense beaucoup à la Révolution française dans ce schéma-là, où le pouvoir des nobles qui empêchait, par exemple, je ne peux pas y rester trop longtemps, les transports dans toute la France, parce qu'il fallait passer d'un duché à l'autre, était complètement contradictoire avec les forces productives développées des transports, même de l'époque de la fin de la Révolution. Je traduis encore autrement. Il y aura un moment où les forces productives techniques seront telles que soit il y aura tellement de gens qui ne pourront plus vivre
que là, on ne sait pas ce que ça donnera, soit le changement viendra. Et il viendra en quelque sorte, si on suit cette phrase, quasiment de lui-même, hein, à un moment donné. Bon, mais vous voyez que Marx pensait toujours que la révolution était pour demain. Hein, et là, elle n'était pas pour demain, la chose est claire. Voilà, j'ai fait le détour vers l'économie politique avec ces trois moments. Lutte des classes, dictature du prolétariat, le rôle de la production et de la distribution et de la consommation dans l'introduction de 57, partir des notions générales, et là, passer par l'idéologie et la base concrète, la notion de reflet et d'entre-expression. Nous arrivons à l'économie politique. Marx va y rentrer. Hein, et nous allons y rentrer, je propose de le faire un peu, en rassemblant les choses autour du livre 1 du Capital, comme je l'ai annoncé au début. Faisons cette entrée, je ne sais pas, une dizaine de minutes, et puis j'aurai ainsi terminé mon heure. Hein. Mais, est-ce de travail, vous voyez le problème, hein, on va le retrouver, vous aurez tout compris, déjà tout compris. Bon, avançons d'un trait. Voilà Marx dans la critique de l'économie politique. Et il va commencer le Capital. Alors, juste une indication, hein, si vous voulez lire le Capital, dans une lettre, Marx dira que le livre 1, sautez le début, hein, et il faut commencer par la lecture d'un chapitre qui s'appelle « La journée de travail ». Chapitre terrible sur son époque, admirable. Hein. Alors, le livre 1 du Capital, hein, disons une chose quand même que je tiens à dire, même si on n'est pas du tout marxiste, ce qui peut se comprendre, c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature humaine. Hein, vous voyez, comme Shakespeare, comme Freud, et beaucoup d'autres. Bien sûr, il y aura beaucoup d'autres, pas tant que ça d'autres, c'est bien ça le problème. Mais indépendamment de la lecture partisane, hein, me semble-t-il. Alors, entrons dans le Capital. Donc, lui, il propose de commencer ailleurs, hein, si vous avez des difficultés de lecture. Au chapitre sur la journée de travail, ensuite sur le chapitre sur la coopération, puis la division du travail, oui, et aussi sur l'accumulation du capital. Textes historiques qui n'ont pas de difficultés majeures. Le début du Capital est assez dur. Mais je vais faire donc du coup exprès de partir du début du Capital. Alors, le début du Capital, là les commentateurs, me semble-t-il, ne l'ont pas assez souligné, c'est très rarement souligné. Marx suit un texte dans le début du Capital, et ça aide à comprendre. Alors, ce texte, c'est le plus célèbre de l'histoire de la pensée occidentale, et il ne l'a pas choisi pour rien. Hein. C'est le livre 7 de la République de Platon. Et l'allégorie de la caverne. Marx ne cite jamais Platon, il ne l'aime pas. Mais, pour autant, le mythe de la caverne, que vous avez peut-être vu si vous avez fréquenté les classes terminales, hein, l'allégorie de la caverne, bon, il va en suivre la logique. Alors, ce que je propose, c'est d'en suivre la logique à travers Marx, c'est-à-dire de l'allégorie de la caverne, mais en la ramenant à la démarche marxienne, dans le début du Capital. Et donc, rentrons dans le Capital aujourd'hui, hein, espérons que nous en sortirons la fois prochaine. Hein, Marx disait « Le Capital est une bombe que j'envoie à la bourgeoisie. Je ne sais si la bombe a terminé sa course, c'est pas sûr. » Bon, alors, rentrons dans le Capital et essayons de comprendre le début. Je crois que pour comprendre, il faut s'imaginer, alors c'est anachronique avec Marx, hein, s'imaginer un enfant aujourd'hui. Alors un enfant ou bien quelqu'un qui est dans l'enfance de la pensée, c'est-à-dire quelqu'un de si fruste qu'il ne pense pas beaucoup. Bon, il rentre dans un supermarché. Et en rentrant dans un supermarché, hein, supposons qu'il voit une télévision. Bon, et que sur la télévision soit inscrit le prix de 250 €. Bon, cet enfant, il va dire, tiens, une télé, c'est tel prix. Il va même pouvoir dire, une télé, ça vaut tant. Mais il est tellement petit, l'enfant que là j'ai choisi, qu'il va penser que le prix
est attaché à l'objet. C'est-à-dire, sans se poser vraiment la question, pourquoi ça vaut 250 €? Il va dire, c'est 250 €. Voilà, point. Comme si l'objet lui-même disait, je coûte 250 €. C'est ce que Marx va appeler le fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire, voilà, le prix est vu comme un fétiche, un pouvoir de l'objet. Et beaucoup de gens ne se posent pas de questions dans le supermarché. Alors vous allez me dire, ils sont bêtes. Pas tant que ça. Hein. Ils disent, bon, bah, un tel truc, les bananes, c'est tant, les trucs, voilà. Le prix, c'est ça. Dans la caverne, les gens qui voient le fond, les ombres qui passent, vous savez, il y a un feu derrière, des gens entre le feu et la paroi, les prisonniers ont la tête tournée vers le fond de la paroi, ils voient la réverbération des ombres, ils croient que les ombres, c'est la réalité. Pareil pour cet enfant. Hein. Il croit que le prix est attaché, voilà la réalité. Bon. Alors, que faut-il faire avec cet enfant? Ce qu'a fait Platon, ce que répète Hegel. Vous voyez, Hegel est le maître, il suit la chose dans la phénoménologie de l'esprit. Il dit, je vois un arbre, je me retourne, c'est plus un arbre, c'est une maison. Bon, l'être a changé. Vous voyez, et tout part. Hein. L'être n'est plus ce qu'il était. Il est autre. Les catégories du genre. Vous voyez, l'être, l'autre, le non-être. Bon, eh bien, Marx fait pareil. Alors, vous faites revenir l'enfant la semaine suivante. Télé, 200 €. Alors là, le gosse va pouvoir se dire, oh, tiens, la télé a changé d'avis. Hein, maintenant, elle me dit qu'elle ne vaut plus que 200 €. Mais là, si l'enfant est un bon enfant, allez, n'hésitons pas, hein, on peut essayer d'y penser, eh bien, vous allez lui dire, ah, mais non, tu vois bien que c'est plus compliqué. Pourquoi le prix a changé? Alors, si vous êtes un pédagogue moderne, vous allez lui faire des hypothèses. Hein, mais vous allez pouvoir lui expliquer, vous dire, bah non, c'est plus compliqué que ça. Alors, à quoi vous allez arriver assez vite? Ben, assez vite, vous allez arriver à voir le feu qui est derrière et qui réverbère les ombres. C'est-à-dire, vous allez vite arriver à une notion simple. Elle n'est pas si compliquée. Elle traverse pourtant toute l'économie moderne. L'offre et la demande. Tu voulais expliquer à l'enfant, bah non, bah tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont une télé maintenant, les gens n'en veulent plus beaucoup, alors le prix baisse, parce que la demande baisse, voilà. L'offre se maintient, il y a toujours pas mal de télé fabriquées, la demande baisse, bon ben, du coup on baisse le prix pour faire que des gens qui hésitent achètent quand même la télé. La loi de l'offre et de la demande est partout. Et là, vous avez l'impression d'avoir trouvé la clé. Hein, tout est offre et demande. Voilà, ça baisse quand il y a beaucoup de demandes, mais quand l'offre est plus grande que la demande, eh bien, le prix a tendance à augmenter. Et vous expliquez à l'enfant le mouvement. Bon, alors, vous commencez à sortir de la caverne. Hein, vous devenez, en quelque sorte, intelligent. Hein, voilà, l'intelligence des choses. Ouais, mais Marx ne va pas s'arrêter là. Hein, il va dire, oui, mais supposez par exemple que tout d'un coup, vous êtes gérant de supermarché. C'est vous qui présidez aux achats. Et votre salaire passe par là, hein, la vente du supermarché. Et voilà que tout d'un coup, vous êtes obligé de brader vos télés. Et au lieu de 200 €, vous allez les fourguer dans une solde massive à 50 €. Bon, mais si vous êtes ce gérant, alors j'aurais plutôt dû prendre, vous voyez, plutôt que des télés, mais les télés nous sont plus familières, un fabricant de tapis, on va le substituer au supermarché, fait main. Et puis qui tout d'un coup est obligé de les brader. Et là, la personne va se dire, oh ben quand même brader comme ça, et elle va dire, ça me fait mal au cœur. Hein, ma grand-mère aurait dit ça, ça me fait mal au cœur. Hein, et elle va dire, quand même, ça vaut, je m'arrête sur le terme, ça vaut beaucoup plus que ça. Quand même, la valeur du truc. Ou quand vous faites une affaire, vous allez trouver la même distorsion. Vous allez dire, oh, j'ai trouvé une paire de chaussures, là, de cette marque-là, 30 €. 30 €, elle en vaut 150. 150. J'ai fait une affaire.
hein, ça vaut bien plus. Bon. Et tout d'un coup, la valeur semble se dégager de l'offre et de la demande. Hein. Imaginez quelqu'un, ça sera l'exemple de Engels, préface au livre 2 du Capital, moment très important. La préface du livre 2 du Capital, du livre 3, pardon, du Capital est un texte extrêmement remarquable d'Engels. Hein. Eh bien, vous êtes là, vous dites, bon, dis donc, j'ai travaillé 3 jours pour faire ce truc, sans discontinuer. À côté, tu me fourgues une douzaine d'œufs. Bon, faut pas exagérer, vous allez dire. Et vous dites, mais dans ce cas-là, mon travail perd toute valeur. Hein. Et ce que Engels va remarquer à la suite de Marx, c'est qu'il y a un moment limite, la notion de limite. Vous voyez, dans Platon, c'est toujours présent, la limite. Ça fascinera Marx, ça fascinera Aristote, ça fascinera Hegel, ça fascinera Freud. Hein. La limite, c'est-à-dire, il y a un moment quand même où tout d'un coup surgit ce qu'on va appeler un réel, quoi. On ne peut pas aller au-delà. Et cette limite, eh bien, elle est trouvée en dernière instance dans le temps de travail. C'est là où réapparaît ce que j'avais introduit tout à l'heure, le temps de travail. Le temps de travail est en réalité la source non pas du prix, qui peut fluctuer suivant l'offre et de la demande, mais de la valeur de la chose. C'est-à-dire qu'en dernière instance, le temps de travail est l'élément qui fait commerce, le moment qui va placer la limite, donc la réalité. La réalité, c'est ce qui nous barre, ce qui nous arrête. Et là, ça va arrêter. Si je cède mon travail de 3 jours contre rien, je suis un esclave. Vous voyez, la forme de société, vous voyez le génie quand même de Marx, qui n'appartient pas qu'à Marx, la notion de temps de travail. Mais vous voyez le génie, c'est-à-dire que de cette limite du temps de travail, vous faites sortir la forme sociale. 3 jours contre rien, c'est l'esclavage. Voilà. Et vous aurez l'esclavage. Pourquoi il faut partir de la production? Parce que là, il y a un coup de génie, bien sûr, avec tous les problèmes qu'il nous a laissés et qu'on n'a pas solutionnés. Alors, le temps de travail est donc la base. Et c'est sur elle que l'on doit coder tout ce qui, socialement, va se faire. Alors, on verra comment, en rentrant plus nettement la fois prochaine, comment Marx va jouer avec cette notion de temps de travail, qui n'est pas donc le prix. Hein. Vous avez saisi que tout va venir de là. Alors, juste préciser, pour Saramir sera la suite, à partir de cette détermination de la valeur, posons directement la question, pour introduire à notre suite et fin, qu'est-ce que le capitalisme? Vous voyez, je vais, en rassemblant les choses, d'un trait à l'autre, hein, de la loi de la valeur au capitalisme. Pour comprendre ce qu'est le capitalisme pour Marx, et qui apparaît dès les premiers débuts du Capital, il faut penser à céder, je trouve que ça fait mieux comprendre, de celui qu'on désigne toujours comme son adversaire, Max Weber. Max Weber était beaucoup moins l'adversaire de Marx qu'on ne l'a dit. Il avait une énorme admiration pour Marx, qu'il reprend presque toujours. Mais Max Weber était extrêmement réactionnaire. Il est mort en 1920, et j'ai presque envie de dire « Dieu soit loué », car nous rentrerions dans une période qui lui eût été, je le crains, extrêmement fatale. Il est mort de la grippe espagnole. Prodigieux savant, un prodigieux sociologue, un génie, hein, mais bon, la suite eût été probablement... Bon, Max Weber écrit un livre qui s'appelle, admirable livre, hein, qu'on ne saurait que trop conseiller, « L'éthique protestante et le développement du capitalisme ». Vous voyez, l'idée de Weber, c'est l'idée que le protestantisme a beaucoup servi idéologiquement au développement du capitalisme. Alors, faisons l'opposition Weber-Marx, et on terminera là-dessus et on reprendra la fois prochaine à ce stade. N'étant pas allé assez loin dans l'économie politique, mais on pourra la résumer assez vite en une séance. Weber dit comment est né le capitalisme. Pour le comprendre, il faut penser à ce qu'il y avait avant. Et ce qu'il y avait avant, c'était ce qu'il appelle, en écrivant entre guillemets capitalisme,
un capitalisme marchand. Qu'est-ce qui caractérise le capitalisme marchand par rapport à ce qu'on appelle vraiment le capitalisme? C'est simple, c'est l'existence de la commande avant le travail. Voilà. Quelqu'un qui avait un atelier de textile, qu'est-ce qu'il faisait à la période précapitaliste? Surtout s'il était, par exemple, c'est l'exemple weberien en Italie. Il avait des agriculteurs qui lui amenaient les matières premières, par exemple le lin. Il achetait un stock de lin, un peu à vue de nez. Ensuite, il allait voir ses clients et les faisait ou leur demandait de passer commande, en présentant parfois des échantillons ou des dessins. Et une fois qu'il avait ses commandes prêtes, faites, il retournait à l'atelier où il avait ses artisans qui, en général, pas toujours, avaient une spécialité complète chacun. Alors, par exemple, pour fabriquer des maisons, il y avait les couvreurs, les charpentiers, les maçons, vous voyez, bon, voilà. Et l'exemple de la maison est plus problématique, mais enfin, il peut coller quand même. Ceci dit, si nous revenons au textile, il faisait fabriquer dans son atelier ce qui avait été commandé. Certains ont fait des fortunes immenses à partir de cette activité marchande. Bon. Alors, qu'est-ce que fait le capitalisme? Et là, Weber, dans ce même passage, dit « c'est un changement tellement radical que c'est un changement d'esprit. C'est l'esprit capitaliste qui est apparu. » Alors, c'est très problématique. Marx ne dira pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire, quand même? Ça veut dire qu'un jour, je vais le présenter comme ça, mais le un jour est de trop. Ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit « je ne fais pas de commande. J'ai de l'argent. Dans un atelier, je regroupe des ouvriers que je paye à l'avance. Voilà. Et je leur fais produire un produit que j'ai décidé moi-même. Et je le produis en grande quantité. Et je le produis avec des risques. Voilà. Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le capitalisme, c'est de la production pour la valeur d'échange, pas pour la valeur d'usage. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de l'usage qu'ils en auront. Je mise sur lui quand même, mais je produis en une telle quantité que je produis pour vendre. Voilà. Je ne produis pas pour satisfaire un besoin, je produis pour la vente et pour gagner du pognon. Le reste est secondaire. Que ça rencontre l'usage, tant mieux. Mais c'est pas grave. Alors, je vais produire des chaussures. Alors, le capitaliste n'est pas bête. Il va dire, tiens, je vais produire telle chaussure. Il ne choisit pas complètement au hasard, il a son idée. Mais en une quantité extrêmement importante. Et j'essaierai de vendre. Vous voyez d'ailleurs que immédiatement, ça appelle la publicité. Ce que Marx avait très très bien anticipé. Voilà, c'est une production d'ailleurs, vous voyez, on dit parfois que le socialisme est un projet fou. Il y a beaucoup de commentateurs, c'est Raymond Aron qui dit ça par exemple, mais il y a beaucoup de commentateurs qui ont écrit que le capitalisme était un projet fou en son essence. Parce qu'en avant la marchandise, du moment que ça se vend, ça roule. J'ai pris tout à l'heure des chaussures, peu importe, je m'en fous. Vous voyez, il y a le dialoguiste à grand talent, mais bien réactionnaire à ce qui paraît, Michel Audiard, il a dit « Oh, maintenant on produit des objets qui n'existent que pour être vendus. » Or, vous voyez, c'est absurde. Ça n'a aucun sens. Des objets qui sont objets pour être achetés, qui ne servent à rien. Bon, et ben voilà, mais du moment que ça se vend, moi, un capitaliste, j'en ai strictement rien à foutre. C'est le profit qui vient. Voilà. Et vous voyez le changement énorme que Weber interprète comme un changement de mentalité. Dernier point, et j'arrêterai là, Marx a consacré 2 textes à la naissance du capitalisme. Un qui est la fin du livre 1 du Capital, sur l'accumulation primitive du capital, et l'autre qui est dans le livre 3 sur aperçu historique sur le capitalisme marchand. Alors, je résume très vite. Dans le deuxième, il va dire que le capitalisme moderne, que j'ai décrit tout à l'heure, est né du capitalisme marchand. Car il y avait des marchands qui ont eu tellement d'argent qu'après tout, ils pouvaient s'engager dans
d'autres formes de production, et que ça leur est venu à l'idée comme ça tout naturellement, tellement ils avaient d'argent à investir. Bon. Et ailleurs, Marx va dire que c'est né dans une configuration historique très particulière. En Angleterre, pays du capitalisme, il y a un moment où la noblesse féodale s'est dissoute. Est né tout un servage devenu paysan libre, avec de la petite propriété de terre. Mais à un moment donné de l'histoire anglaise, les nobles ont repris le dessus et ont chassé les petits paysans de leurs terres, qui sont devenus des espèces de vagabonds. Ces nobles anglais sont devenus tellement riches d'ailleurs qu'ils se sont intéressés au commerce et à partir de là à des formes capitalistes modernes du commerce. Mais bien sûr, il a fallu mettre toute la petite population au boulot. Et là, ça a été une législation terrifiante. Vous voyez, Marx cite le XVIe siècle anglais et les mesures prises par Édouard VI. Je les lis et je terminerai là-dessus. Quiconque refuse de travailler sera adjugé comme esclave à la personne qui l'aura dénoncé comme oisif. Le maître nourrira son esclave de pain et d'eau, de boissons médiocres et de déchets de viande qu'il lui semblera bon de lui donner. Il a le droit de lui imposer par le fouet et par les chaînes n'importe quelle espèce de travail, y compris le plus répugnant. Si l'esclave s'éloigne une quinzaine de jours, il sera condamné à l'esclavage à vie et marqué au fer rouge de la lettre S sur le front et sur les joues. S'il s'enfuit une troisième fois, il sera exécuté pour trahison d'État. C'est-à-dire, Marx montre comme ça comment le capitalisme primitif, on les a mis au travail. Et pas question de vagabonder. La preuve. Voilà. Il a fallu des travailleurs et des capitaux pour que capital et travail se rassemblent, suivant un schéma que Marx va continuer à décrire. Voilà, j'arrête là. Merci.